Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. La campagne de commercialisation 2019-2020 du soja est lancée au Bénin. Le kilogramme de cette légumineuse coûtera 175 francs CFA. À suivre le point de la cérémonie de lancement dans ce journal. Que retenir de l'actualité 2019 au plan sanitaire? C'est une interrogation qui nous permet de faire un voyage dans le passé. Une équipe de la rédaction a fouillé les archives. Jean-Claude James nous en dit plus. Et puis la disponibilité de l'énergie électrique ne fera pas défaut en cette période des fêtes de fin d'année. C'est une assurance que donne le ministre de l'Énergie et le directeur général de la SBEE. Vous les entendrez dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Activité sociale du Bloc républicain. Les responsables de ce parti ont offert des vivres aux personnes démunies. Geste de solidarité au profit de cette couche vulnérable dans le littoral. Lenaï Kabwazaou nous en parle. Regardez. Un instant de bonheur pour les populations démunies du quartier Akpakpa. Les leaders du Bloc républicain, section du littoral, viennent les bras chargés de divers vivres pour leur permettre de passer d'agréables moments festifs. C'est des vivres, il y a du riz, et il y a des sardines, des bottes de sardines, il y a du spaghetti. Et ça peut vraiment contribuer à bien mener la fête de fin d'année. Nous avons l'adhésion de la population, nous vivons aux côtés de la population au jour le jour. Nous avons connaissance de leurs difficultés et nous essayons, dans la mesure du possible, d'apporter ce que nous pouvons leur apporter comme soutien. L'objectif, c'est de permettre aux nôtres, nos militants, la population, de fêter dans la joie, dans l'allégresse et de se faire moins de soucis. Le geste des donateurs est l'expression de la dimension sociale du Bloc républicain dont les responsables ont à cœur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du coup, les jours de réjouissance de nos populations nous interpellent et comme vous savez, on dit les saints doigts n'ont pas les mêmes tailles. Et donc, nous sommes conscients du fait que parmi nos militants, il y a des extrêmes pauvres. Nous avons pris l'engagement d'être plus proches de nos populations, c'est-à-dire que ce serait plus comme avant où seulement c'est à la veille des élections que nous venons nous acquérir des nouvelles de nos populations. Dans le calendrier des activités du Bloc républicain, section du littoral, figurent aussi des remises de vivres dans d'autres quartiers de Cotonou. Prochaine étape, Vedoko. Et puis ces responsables du Bloc républicain ont poursuivi donc leur périple, station littorale. Ils sont également allés faire le même geste à l'endroit des populations démunies du quartier Vedoko. Retrouverons le Naïka Wazaou. Des sacs de vivres qui s'arrachent comme des petits pains. Grande est la joie de ces populations démunies de Vedoko et environ qui ont l'assurance de pouvoir fêter le nouvel an grâce à ces dons du Bloc républicain. Un parti qui renouvelle ainsi son engagement à leur côté. Nul n'est heureux tout seul. Et c'est dans ce sens que le Bloc républicain, les leaders du littoral, ont choisi ce jour, dimanche 29 décembre, pour rester en fraternité avec leurs militantes et militants, afin que la fête soit belle. C'est juste pour manifester et démontrer un peu notre rapprochement envers nos militants et militantes à l'occasion de la fin de l'année qui est en train d'être terminée. Juste pour partager l'affection de la fête avec eux, nous avons prévu le partage de quelques sacs de dons de vivres juste pour permettre qu'il y ait un peu de cohésion, un peu d'harmonie et un peu de facilité dans les foyers. Nous ne le faisons pas forcément à cause de la politique, c'est-à-dire nous partageons un peu les visions du chef de l'État qui met beaucoup l'accent dans son péage sur le social. L'occasion est aussi saisie pour présenter les vœux du parti et de ses militants au président de la République en cette fin d'année. Meilleurs sincères vœux au chef de l'État, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et son épouse. Que l'année 2020 soit une année de succès et beaucoup de réussite. Et qu'il continue dans l'élan qu'il a pris pour développer ce pays, c'est très important. Ce geste du cœur du Bloc républicain a séduit les populations et illustre à merveille la devise du parti. Plus unis, plus forts, pour construire le Bénin.
On quitte pas le bloc républicain. Le député Nassirou Arifari Bako était ce week-end face à ses mandants de la commune de Kandi. L'élu du parti bloc républicain de la première circonscription électorale s'est donné à l'exercice de reddition de comptes. Le but donc est d'informer ces populations des activités au niveau du Parlement et de mieux faire comprendre les nouvelles dispositions du code électoral. Cyprien Lokosso et Monique Toron nous en disent davantage. Regardez. C'est un exercice fait dans un ton explicatif. Le député Nassirou Arifari Bako a très peu parlé en français. Les dernières activités au niveau du Parlement ont été passées au peigne fin. C'est aussi l'occasion de donner des précisions sur les nouvelles dispositions du code électoral en vue des élections communales à venir en 2020. Mobiliser, mettre les militants en rang, je dirais, comment l'appelle-t-on, pour la bataille électorale à venir, et donc que chacun sache ce à quoi s'en tenir. C'est aussi l'occasion de donner l'information à nous, leaders de chaque arrondissement, de procéder au travail d'identification des meilleurs candidats possibles que nous pourrions positionner. Et donc, nous voudrions gagner. Et pour gagner, il faut des chevaux gagnants. Et donc, comme le cheval blanc est un cheval gagnant, nous voudrions que, au niveau de chaque arrondissement, que sans parti pris, sans politicaillerie, qu'on choisisse ceux qui sont dignes et capables de nous représenter. Et donc, ce que les populations veulent véritablement, qu'on mette à leur tête comme conseillers communaux. Après l'étape de Kandi, ce sera le tour de Karimama et Malanville. Le député du bloc républicain est reparti satisfait d'avoir accompli son devoir de représentant du peuple et surtout d'avoir activé la machine pour les prochaines échéances électorales. Voyons à présent le parti Moël Bénin. Le bureau exécutif national de Moël Bénin a procédé samedi à l'installation de sa coordination départementale dans le Koufo. Les objectifs du parti sont évoqués aux militants avec l'exhortation aux jeunes et aux femmes d'y adhérer. François Zissou et Abdoulaye Mouni Yakoubou. Au nom du président Jacques Ayadji, je vous renvoie tous à la lutte et Moël va rayonner dans le département du Koufo. Cet acte officialise l'installation du bureau de coordination Moël Bénin dans le département du Koufo. Pour le bureau national, la désignation des membres des coordinations est faite sur une base démocratique. Parti de masse, les jeunes et les femmes ont leur place. Moël Bénin, nous ne restons pas à Cotonou pour choisir les gens. Moël Bénin, vous allez vous choisir avec une entente. Et il suffit que nous revenons encore dans Dobo pour dire à Tota, vous avez pris telle personne. Est-ce que la population, vous le connaissez? Et quand vous dites oui, là, nous irons valider son nom. Et nous viendrons accompagner ceux que vous avez choisis. Donc, Moël Bénin, c'est un parti très ouvert pour vous les jeunes. Et venez massivement dedans. C'est les jeunes seuls qui peuvent parler des jeunes. Et les femmes doivent parler d'elles-mêmes. Les membres de la coordination départementale du Koufo installés prennent des engagements en fonction des vertus et des ambitions du parti. Nous allons travailler au niveau de la coordination pour l'effectivité de l'enracinement du parti dans toutes les contrées, dans les communes, dans les arrondissements, dans les villages et dans les hameaux, pour que progressivement la politique qui autrefois se basait sur l'argent ou des attaques verbales des individus ne soit plus le cas, mais que ça se base sur une idéologie, des valeurs que véhicule Moël Bénin, à savoir la vérité, le travail et la patrie. Le bureau national invite les femmes à s'investir davantage en politique avec Moël Bénin pour une participation active au développement du Bénin.
Autre actualité ce soir, les travaux d'asphaltage se poursuivent dans le village, dans les villes de Lokossa, en application des exigences du gouvernement. Un accent particulier est mis sur la préservation du capital humain et la qualité des travaux. François Zissou et Abdoulaye Mouni Yakoubou. Des machines travaillant presque sans arrêt, des pavés déjà posés comme au quartier Chikome. Les travaux évoluent. La rue de l'Évêché menant au lycée agricole de Lokossa reçoit les premiers pavés. La ville présente déjà un nouveau visage par endroits. Nous sommes à un taux physique d'avancement de 65%, avec une consommation de lait de 83%. Le travail, ça évolue normalement. Actuellement, il y a l'assainissement qui évolue de façon très considérable. On est autour globalement de 75% d'assainissement. On a 11 rues secondaires et 7 rues tertiaires, une rue primaire à Lokossa ici. On est à 12 km 896 km qui sont prévus pour être asphaltés dans la ville de Lokossa ici. Depuis l'entame du projet, la préservation du capital humain et la qualité des travaux sont de rigueur. L'entreprise NSECI privilégie les mesures sécuritaires avec le suivi quotidien de HSE. Cette disposition contribue à faire des chantiers, des espaces sécurisés pour les usagers. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un chantier sans prendre en compte les mesures sécuritaires. Et le gouvernement aujourd'hui a insisté beaucoup sur les mesures sécuritaires. Donc toutes nos fouilles sont très balisées, les déviations sont bien indiquées. En tout cas, toutes les conditions sécuritaires sont bien réunies pour que la population soit tranquille et qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de chute. Les citoyens riverains apprécient surtout la qualité des travaux exécutés. Ceux qui sont dans cette zone ont pris les travaux au sérieux et ils se sont donnés, ils continuent de se donner. Et à notre niveau dans cette zone, ça marche correctement. Je ne peux que remercier le gouvernement. Par rapport à ce qui se fait, ce qui se faisait, il y a trop de contrôle. Et maintenant, nous on constate que s'il y a de qualité, on connaît. Nous sommes fiers d'avoir la voie là bien. Les dispositifs de construction des rues sont entièrement fabriqués en tenant compte des normes de qualité. L'asphaltage est un projet du programme d'action du gouvernement. À terme, il donnera un aspect de cité moderne et durable à la ville de Lokossa. Voilà qui nous permet de parler de ces bonnes performances enregistrées par le Bénin. En 2019, le Bénin a enregistré de bonnes performances économiques. Plusieurs institutions financières internationales reconnaissent au pays des mérites, même si au cours de la même année, l'économie béninoise a subi des chocs exogènes qui s'expliquent par la fermeture de frontières avec le Nigeria. Retro Économie 2019, c'est un dossier présenté par Ariane Da Silva. Regardez. Le Bénin, un bon élève dans la mise en œuvre des réformes. L'année 2019 aura permis au pays de faire un bond qualitatif. En témoignent les projections faites par le Fonds monétaire international. L'institution financière est satisfaite des résultats de son programme au Bénin. Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Le déficit sur le premier semestre a été plus bas que prévu et la mobilisation des recettes fiscales a été excellente. Notre projection de croissance pour 2019 est de 6,4%, avec une croissance forte tirée par l'agriculture et le transport. Le gouvernement a choisi de faire appel au Fonds monétaire international dans sa volonté d'avoir un œil externe, un œil critique, qui vienne regarder la manière dont les finances publiques, ce qui appartient à la collectivité, la manière dont tout cela est bien géré. Et donc, c'est quand même réjouissant qu'après les vérifications, pour la 5e fois de suite, que nous ayons des résultats qualifiés de très satisfaisants
Des avancées notables, le Bénin en a enregistré au cours de l'année 2019. Plusieurs institutions et agences financières l'ont d'ailleurs démontré. C'est le cas de l'agence Bloomfield Investment Corporation qui a attribué au pays une double notation. Cette note A-, essentiellement ce que ça dit, c'est que le risque de défaut sur la dette de long terme béninoise est assez faible pour que le Bénin continue à mériter la confiance des créanciers et des investisseurs potentiels. Pour la dette de court terme, l'échelle de notation utilisée est légèrement différente. C'est la note A2 et cette note dit essentiellement que si vous détenez une dette du Bénin et que c'est à court terme, vous avez de très fortes chances d'être remboursé. Toujours au cours de l'année 2019, le Bénin a connu beaucoup d'autres notations. C'est le cas de la note B+, attribuée par l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's. Cette note est déterminée par le fait que Standard & Poor's prévoit des perspectives positives pour l'économie béninoise au vu des réformes passées, présentes et futures. D'un autre côté, le Bénin bénéficie du soutien de la Banque mondiale à travers la SFI, la Société financière internationale, une filiale de l'institution bancaire dédiée au secteur privé. Le vice-président Afrique et Moyen-Orient de la SFI était au Bénin en 2019. Nous avons eu de nombreux échanges avant que je vienne ici, et notamment au sujet du plan d'action du gouvernement, qui est un plan ambitieux que nous voulons soutenir, qui est un plan bien construit avec des actions, des actes d'intervention très clairs et très précis. Le Bénin aura vu aussi au cours de l'année 2019 son économie subir des chocs exogènes. Les frontières entre le Bénin et le Nigeria sont fermées depuis plusieurs semaines. Une situation qui a impacté négativement le pays. Mais la réaction du gouvernement a été prompte. La transformation est la porte de sortie. Le stockage est la seconde porte de sortie. C'est donc la solution proposée par l'exécutif pour sortir le Bénin de cette situation qui touche son économie. Et pour une meilleure perspective économique, le Bénin se doit d'obtenir du crédit pour financer ses grands projets de développement. Soucieux de cette réalité, le président de la République, à l'occasion d'une conférence sur la soutenabilité de la dette à Dakar, s'est prononcé sur le sujet. Le plaidoyer du chef de l'État a été fortement ovationné. Aujourd'hui, le taux de l'argent sur le marché bancaire est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser cet argent à sa valeur réelle de loyer s'il n'y avait pas une si mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. On ne peut pas avoir de crédit long, les taux sont élevés et les investisseurs privés, quand ils viennent investir dans nos régions, demandent un rendement de 40%, 30%, alors que dans le monde aujourd'hui, les rendements de l'argent en investissement sont de 8%. Quand on a 10% dans le monde, c'est le jackpot. En Afrique, on demande d'avoir 30%, 40% de rendement. Ce sont autant d'éléments qui font que nous avons du mal à nous endetter alors que l'argent existe. Et la dette est devenue le seul moyen, le principal moyen de financer le développement parce que l'aide de développement n'existe plus. 2020 s'annonce donc pour le Bénin comme une année charnière dans la réalisation des objectifs fixés au programme d'action du gouvernement. De bonnes perspectives qui devraient booster l'économie du pays. Le gouvernement y travaille. Voyons à présent du côté de la santé que retenir de l'actualité 2019 au plan sanitaire, c'est une interrogation qui permet de faire donc ce voyage dans le passé avec une équipe de la rédaction qui a fouillé les archives. Retro Santé 2019, c'est un élément, signé Jean-Claude James. La santé des Béninois, un sujet toujours au rang des priorités du gouvernement. Tout au long de 2019, le mot d'ordre a été de veiller à ce que les soins de santé soient de qualité. Partout où la commission chargée du contrôle des structures de prestation des soins médicaux a constaté le contraire, des sanctions n'ont pas manqué. Face à ces dysfonctionnements majeurs qui sont graves, nous avons procédé à la fermeture immédiate
de certaines formations sanitaires publiques et privées. 2019, c'est aussi la mise en œuvre de la phase pilote du projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. Nous avons été satisfaits en interrogeant les personnes, les agents de santé qui reçoivent les bénéficiaires, les populations vulnérables, les extrêmes pauvres. Et cette étape va précéder l'étape d'après où nous pourrons lancer également les phases pilotes dans le centre et dans le nord du pays. Ce qui nous a frappé le plus, c'est qu'il y a moins de cas graves. Cela signifie que les populations pauvres, extrêmes, consultent à temps. Et ça, c'est fondamental. Ça permet vraiment de les traiter vraiment de façon précoce et d'éviter les complications. Même année, autre événement. Le Bénin a été la capitale de grands rendez-vous de la santé. Le forum régional sur la santé communautaire et la réunion des ministres de la santé de l'espace CEDEAO sont quelques exemples. Des rencontres qui ont permis aux représentants des pays participants d'explorer des pistes d'une synergie d'action afin de garantir le bien-être aux populations. Mais avant ces rencontres, il y a eu la signature d'un mémorandum d'entente entre le Bénin et Cuba qui cible 3 domaines. La coopération médicale dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment la prise en charge des pieds diabétiques et des cancers, le développement de programmes de soins de santé primaires dans les hôpitaux et formations sanitaires et la formation initiale et continue des ressources humaines. C'est la coopération bilatérale, principalement dans le domaine de la santé. Sur le chantier de la lutte contre le sida, on retrouve la Fondation Claudine Talon qui a appuyé l'atelier de validation du paquet de services de prise en charge et soutien aux adolescents infectés par le VIH. Un nombre croissant d'enfants atteints du VIH dès le sein maternel peut désormais être mis sous traitement antirétroviral efficace, survivre aux périodes vulnérables de la petite enfance. Dans le même cadre, à la conférence internationale sur le sida, une délégation a représenté la fondation à Kigali. Nous avons beaucoup appris la présentation des posters depuis la phase communautaire de cette lutte contre le sida, surtout dans la prévention, comment faire pour mobiliser davantage des gens autour de la problématique pour aller vers les premiers cas d'indice, aussi dans la prise en charge qui est à 2 niveaux. La prise en charge socio-communautaire qui est très importante aujourd'hui parce que nous avons dépassé l'étape sida également, que les communautés doivent pouvoir comprendre pour accompagner ceux de leurs qui se trouvent malheureusement être sur le parcours de ce virus-là. Et aussi la prise en charge médicale qui se trouve aussi à 2 niveaux, la prise en charge des adultes qui n'est pas la même chose du tout de la prise en charge des enfants. Quant à l'exercice en clientèle privée, il faut noter que le travail d'assainissement s'est poursuivi et plusieurs établissements privés ont reçu l'autorisation du gouvernement. 2195 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique chargée de l'étude des dossiers. En ce qui concerne les établissements sanitaires privés, ce sont 301 dossiers de demande d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés qui ont été étudiés, parmi lesquels 163 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique. À ce jour, 27 arrêtés d'autorisation ayant subi avec succès toutes les étapes de la validation administrative sont déjà signés, permettant ainsi aux professionnels de santé concernés d'être totalement en règle et d'exercer librement et en toute quiétude leur profession. Dès lors, le public et le privé se donnent la main pour apporter des soins de qualité aux Béninois avec une particularité en 2019, un numéro vert, le 136, pour dénoncer tout cas d'irrégularité, un peu comme pour dire que la santé n'a pas de prix.
Parlons à présent de cette campagne de commercialisation du soja, première édition de la campagne de commercialisation 2019-2020 du soja. C'est la commune de Glazoé qui a abrité l'événement. C'est la ministre de l'Industrie et du Commerce, accompagnée de son collègue de l'Agriculture, qui a donné le top des ventes des achats au marché international de Glazoé. C'était en présence des producteurs, des structures d'encadrement et des fertières, organisatrices de la filière. Reportage de Giscard Povy et Aziza Oulagui. La filière soja enregistre sa première commercialisation officielle au Bénin. Au fil des années, sa production s'est accrue de façon exponentielle. Partie de 5000 tonnes en 2000, la production de cette légumineuse a aujourd'hui franchi le cap des 165 000 tonnes. Au départ, les gens considéraient la filière soja comme une filière transversale. La filière soja est considérée aujourd'hui comme une filière émergente. Le chef de l'État a compris et il dit désormais je vais doter cette filière à un programme national de développement où le programme national de développement de soja a été validé. Il a de cela 1 mois. Hier, nous sommes à 165 000 environ. Demain, nous serons à près de 200 000 tonnes. Parce que vous avez décidé en Conseil des ministres de porter haut les flambeaux du soja. Merci pour cela. Pour l'avoir fait, nous n'allons pas permettre que cette filière, de par le rythme de sa grandeur, puisse nuire aux autres spéculations, notamment le coton. Mieux, le soja permettra de fortifier les actions du coton. Mais notre rôle est de venir appuyer ces acteurs-là pour les amener à obtenir des produits de qualité. Le soja, filière porteuse, c'est une spéculation locomotive au vu de ses résultats et de l'engagement des fêtières et autres structures accompagnatrices. C'est à cause de la montée en flèche de la puissance de soja dans leur système de production que le président de la République a été convaincu à l'idée de faire du soja une filière émergente. Dans ces oléagineux, nous avons de la valeur. Au plan agronomique, c'est une bonne plante pour améliorer la fertilité des sols. Je voudrais nous inviter à une conjugaison de moyens et des efforts pour booster notre économie nationale par une contribution plus révélée de la filière soja à travers des appuis efficaces. Le gouvernement, dans ses réformes, attache du prix à la diversification agricole et surtout au placement des produits sur le marché. Je voudrais annoncer ici à Glazoé que le Conseil des ministres du mardi 24 décembre 2019 a autorisé la création d'un organe paritaire pour la gestion de la filière soja. Mon département ministériel et celui en charge de l'agriculture prendront toutes les dispositions pour exécuter cette instruction afin d'atteindre l'objectif d'une filière mieux organisée et rentable pour nos populations. Au terme des travaux de la commission, les acteurs ont proposé un prix plancher que le gouvernement a entériné. Il est de 175 francs CFA par kilo aux producteurs sur toute l'étendue du territoire national. Garantie est donnée aux producteurs quant à l'existence de marchés d'écoulement régionaux et internationaux. Voyons à présent cette assurance. Les populations béninoises pourront célébrer les fêtes de fin d'année avec l'énergie électrique en quantité et en qualité. C'est une assurance que donne le ministre de l'Énergie et le directeur général de la SBE. Ils ont effectué ce lundi une tournée dans les stations et centrales de Porto Novo, Cotonou et Calavi pour s'enquérir de la mise en application des consignes données auparavant. Jérôme Mongbo nous en parle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le ministre de l'Énergie traduit dans les actes le souci majeur du chef de l'État de voir ses populations fêter en joie avec l'électricité aux normes requises. La station CEB de Vedouko pour la régulation du dispatching de l'énergie a déjà opéré une maintenance préventive. Nous avons eu à faire les maintenances
préventives annuelles sur les différentes transferts sur nos jeux de bar. Ensuite, après ça, il y a eu une décision de la direction générale qui nous a affecté un certain nombre aussi de personnel. Nous en avons eu 4 d'appoint pour renforcer l'équipe. Donc aujourd'hui, tous les cas que nous faisons sont doublés, la journée comme la nuit, ainsi que le week-end, pour pallier aux différents problèmes qui pourraient survenir pendant la période des fêtes. La centrale thermique de Maria Gleta 2 dans la commune d'Abomey-Calavi apporte 105 MW sur les 200 environ utilisés dans tout le Bénin, soit plus de la moitié. Ici également, une équipe d'astreinte veille au grain 24 heures sur 24. Les maintenanciers ont été mis en astreinte pour pouvoir pallier à toute éventualité en cas de problème. Ils arrivent sur le site à n'importe quelle heure que ça surgit. Ils arrivent sur le site, ils interviennent et ils font tout pour remettre les groupes en état de marche le plus vite possible. Comme ça, on s'assure qu'il y a une disponibilité maximale sur le site. Pour la SBEE et le ministère de l'Énergie, le but visé est sans équivoque. On met tout en œuvre pour que la desserte soit le plus fiable possible. Ce que j'ai déjà vu en passant déjà à la CEB au niveau donc du dispatching, donc de la gestion de l'électricité, sa régulation, et ce que nous venons de voir chez le principal fournisseur d'énergie électrique maintenant, qui est une structure béninoise, c'est une première, c'est historique dans notre pays. Tout ça, ça me rassure. Ça me rassure et me fait dire que les choix du gouvernement qui ont été en 2016 sont des choix justes parce que les résultats aujourd'hui confirment ces choix-là et confirment également qu'il y a nécessité que nous poursuivions l'effort pour, dans moins de 2 ans, comme le veut le président de la République, le Bénin puisse être définitivement autonome en matière d'énergie électrique. À la station d'Akosombo, dans la ville de Porto Novo, jusqu'à Godomé, en passant par Akpakpa à Cotonou, l'état de veille est permanent. Ce que j'ai vu, c'est l'engagement de l'ensemble du personnel, à partir des directeurs jusqu'aux opérateurs de postes et de centrales. Cet engagement de faire en sorte que la période des fêtes et en temps usuel aussi, que la desserte de l'énergie et de l'électricité soit la plus fiable possible. C'est ce que j'ai vu et je dois remercier particulièrement l'ensemble des employés de la SB2E, l'ensemble des directeurs et tout le personnel pour vraiment tout le travail qu'ils ont fait avant et pendant et qui reste à faire aussi parce que vous savez, ce n'est qu'un début, il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que le travail qui a été fait depuis 2016 est énorme. Nous, on arrive alors qu'il y a déjà des résultats palpables, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que la population béninoise ait une desserte en électricité la plus fiable et la plus vaste possible. Pour certains, il n'y a pas eu de réveillon de Noël, il n'y a pas eu de fête de Noël, il n'y aura pas de réveillon de Nouvel An, il n'y aura pas de Nouvel An, tout simplement parce qu'ils sont là pour servir. Et ça mérite de ma part, mais de la part de l'ensemble de mes collaborateurs et en mon nom du gouvernement, une félicitation, des remerciements et bon courage pour eux pour la poursuite, afin que l'objectif qu'on a prévu soit effectivement au rendez-vous. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Cependant, les équipes d'astreinte sont préparées pour venir à bout de la moindre panne, d'où qu'elle survienne. Surdoger l'énergie électrique mais pas la nourriture pendant les fêtes. Les surdosages ne sont pas rares. Malheureusement, sans mesure et sans une bonne hygiène en cuisine, les occasions de réjouissance peuvent finir à l'hôpital. Comment allier fête et santé? Retrouvez dans cet élément d'Angela Pueja quelques conseils pour bien vous alimenter. Regardez. Pour de nombreuses personnes, les fêtes sont l'occasion de faire entorse à la règle d'or des nutritionnistes, manger sain et équilibré. Pourtant, si l'on y prend garde, ces moments de réjouissance peuvent rapidement tourner au drame. En période de fête, tout le monde veut faire un peu d'essai, goûter à tout, goûter à de nouvelles choses, à des repas qu'on n'avait pas encore pris. Et là, les risques sont élevés. On peut avoir des intolérances digestives à certains aliments, des intolérances alimentaires à certains aliments. On peut avoir des intoxications
surtout si les aliments sont mal conservés. Le plus grave de ces troubles digestifs est la gastro-entérite. Quelques heures suffisent pour qu'elle s'installe avec des maux de ventre, des vomissements, la diarrhée et parfois la fièvre. Il faut dire que l'intoxication alimentaire, c'est le fait de consommer un repas, d'ingérer un repas qui est contaminé par un micro-organisme, notamment une bactérie ou bien la toxine que produit cette bactérie. Alors, il faut dire que il y a plusieurs étapes avant qu'on a le produit final dans l'alimentation, au fait. Donc, il y a les conditions de préparation de l'aliment. Et donc, ce qui nécessite des règles d'hygiène. Si l'hygiène n'est pas suffisante au moment de la préparation de l'aliment, il y a aussi le mode de cuisson. Surtout les viandes, si ce n'est pas bien cuit, vraiment bien cuit, là, ça peut être contaminé à cette étape. Et quand le repas est finalisé et prêt à manger, il faut bien le recouvrir. Si vous ne le recouvrez pas au moment de le laisser à l'air libre, parfois, il y a des gens, d'habitude, on prépare peut-être à la maison, on va vers une plage ou à un autre lieu pour pouvoir partager ce repas. Le moment du transport, le repas peut être contaminé à ces étapes-là. Donc, il s'agit de faire vraiment attention à chaque étape de la préparation du repas pour éviter, après la consommation, d'avoir à ingérer de l'aliment contaminé par ces bactéries. L'autre règle d'or est de toujours se laver les mains avant les repas et après les selles. Les randonnées vers Pierre et Paul ne doivent pas être un prétexte pour des mélanges préjudiciables à l'organisme. Évitez de manger trop lourd. Vous pouvez commencer par un repas léger, donc genre une entrée qui est simple. Après, si je veux manger mon riz empilé, je ne prends que ça, je ne prends pas autre chose. Je ne vais pas manger riz empilé, prendre du riz ou bien du télébor après. Parce que si vous mangez beaucoup lourd, vous créez une lenteur à la digestion. Et à coup sûr, ça va mal se passer. Et autre chose, il ne faut pas être pressé à table. Il y a beaucoup qui se précipitent en mangeant. Quand vous êtes pressé à table, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce qu'on appelle la tachyphagie. Donc, vous avalez assez d'air. Alors, l'air que vous avalez, si ça n'arrive pas à ressortir par la bouche sous forme d'éructation des gaz que vous émettez, ça va rester là, ça va vous créer le ballonnement. Et donc, il est conseillé de manger tout doucement. Aussi, il faut bien mâcher les aliments. Parce que la première étape de la digestion commence par la cavité buccale. Il serait aussi intéressant de trouver de la place aux fruits et aux légumes dans nos assiettes pendant les fêtes. Il en est de même pour l'eau qui devrait être privilégiée comme boisson. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Mais avant, retrouvez votre émission Soirée Sport avec la division Sport. C'est à 22h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et pas sans vous.